RCF. Des souris et des hommes. Jean Pouly. Bonjour Jean Pouly. Bonjour Lucie. Avec vous, un drôle de mot, un néologisme. On parle d'ubérisation et comment lutter contre l'ubérisation de l'économie. Eh oui, ubériser, un nouveau verbe qui provient du nom d'une société américaine, Uber. Pas comme Uber en français, le prénom, mais voilà, une société, une start-up qui est en passe de révolutionner le petit monde des taxis et qui défraie la chronique actuellement depuis plusieurs mois. Alors si Uber fait parler de lui, c'est bien sûr parce qu'il touche au sacro-saint précaré des taxis, de cette corporation des taxis, mais aussi et surtout qu'à travers ce cas particulier, c'est une véritable révolution économique sans précédent qui se joue avec un vaste transfert de valeur en fait qui s'opère depuis plusieurs années et qui voit tous les secteurs de l'économie traditionnelle se faire bousculer, voire se faire vampiriser par les géants du numérique que sont Google, Facebook, Amazon ou Netflix. Et d'ailleurs, selon le patron de Cisco, John Chambers, 2/3 des grandes entreprises auront disparu dans 20 ans et seront remplacées par ces grandes plateformes web qui vont donc ubériser l'économie traditionnelle, un véritable Big Bang économique. Comment on pourrait définir ce terme, cette ubérisation ? Alors, prenons justement le cas d'Uber, cette société, pour bien comprendre. Alors, au départ, on a un secteur traditionnel, donc les taxis, qui assoient leur développement sur une sorte de monopole, qu'ils payent d'ailleurs très cher, avec un système de licence. Le service n'est pas vraiment satisfaisant, notamment dans certaines grandes villes, comme à Paris, avec pas assez d'offres à certains moments, trop à d'autres, des prix élevés, et quoi qu'en disent les taxis, une qualité de service pas toujours au rendez-vous. Tout d'un coup, la société Uber débarque avec un service numérique reposant sur ce qu'on appelle le peer-to-peer, cette technologie qui permet de mettre en relation directe, en temps et dans l'espace, l'offre et la demande. Alors, c'est pas vraiment des taxis, mais cela permet à chacun de transporter quelqu'un d'autre à un prix très modique. Son succès est fulgurant. Lancé en 2009 à San Francisco, Uber est désormais présente dans 51 pays, 253 grandes métropoles mondiales, et elle est valorisée à près de 40 milliards de dollars. Alors en quelques années à peine, un nouveau service très performant remplace l'ancien, et une start-up venue de Californie défie les plus ancestrales corporations du monde entier. Malgré une résistance et un lobbying féroce, Uber continue de progresser, comme si c'était le sens de l'histoire. Et pourquoi est-ce qu'on assiste à un tel changement et si radical ? Vous savez, l'économie est une science avec des lois et des règles, et dans l'économie capitaliste en particulier, la recherche du profit permet à des solutions innovantes de remplacer les acteurs traditionnels d'un secteur qui s'est sclérosé ou endormi, voire qui est devenu monopolistique. Alors, les grandes réussites de la nouvelle économie numérique reposent bien sûr sur des ruptures technologiques, j'ai parlé du peer-to-peer, etc., mais aussi sur ce qu'on appelle le succès de l'économie collaborative. À la base du succès, il faut bien comprendre que le service donne des réponses concrètes pour satisfaire des clients en termes de services et de prix. Le cas d'Uber est en ce sens très révélateur des différents secteurs dont les services ne sont pas ou plus à la hauteur des attentes des consommateurs, mais qui perdurent grâce à un poids qu'ils représentent, aux règles et aux différentes protections dont ils bénéficient. Enfin, ces nouveaux services reposent sur des nouvelles pratiques testées et popularisées par les jeunes générations qui sont à la fois de grands utilisateurs de technologies et très ouverts à de nouvelles formes de services. Est-ce que l'ubérisation concerne ou va concerner l'ensemble de l'économie ? Alors presque tous les secteurs, à part peut-être la production de matières premières, sont touchés. Voyez en France par exemple le succès de Blablacar, le covoiturage, et d'Uber pour tout ce qui est transport, du Boncoin, ce site de petites annonces qui vient de dépasser Pôle emploi pour le nombre d'offres d'emploi publiées et qui génère des milliards d'euros de transactions entre particuliers chaque année. Les plus exposés sont les secteurs où le degré d'insatisfaction des clients est le plus élevé. Alors je citerai personne, mais il suffit de voir tous les secteurs déjà bouleversés par cette ubérisation. La musique avec Apple, le commerce de détail avec Amazon, la télévision et la vidéo avec YouTube ou Netflix, les agences matrimoniales même avec Mythic, la publicité avec Google et Facebook. On a même inventé un nouveau mot aussi pour désigner ces géants du web qui dévorent tout sur leur passage, les GAFA, G-A-F-A, pour Google, Apple, Facebook et Amazon. Et justement, est-ce qu'on risque pas de passer de géants à d'autres géants ? C'est-à-dire qu'on va confier tout cela quand même à des énormes groupes ? Bien sûr, mais ces géants n'échapperont sans doute pas aux mêmes lois économiques
Et leur position quasi monopolistique comporte bien sûr de nombreux risques de différentes natures. Ces fameux GAFA sont d'ailleurs dans le collimateur de l'État français, mais aussi la Commission européenne, non seulement pour des pratiques déloyales, ce que dénoncent les taxis à propos de Uber, mais parce qu'ils échappent également au fisc, ce qui est bien sûr très problématique vu la situation des finances publiques de nombreux États. Par ailleurs, ces énormes plateformes sont également de puissants outils de collecte et de traitement de données. Ceci est risqué et problématique sur le plan éthique pour les utilisateurs qui sont surveillés dans leurs moindres faits et gestes de consommation, mais aussi au niveau économique, avec le risque que ces géants diversifient leurs activités en profitant de l'accès à toutes ces informations. Par exemple, Google investit désormais largement dans le secteur de la santé et souhaite aller aussi sur la pharmacie et la médecine, va devenir aussi un opérateur de télécom. Uber, dont on a parlé, livre aussi des colis et va faire concurrence à la Poste et aux sociétés de transport professionnels. Facebook souhaite aussi prendre sa part du gâteau de cette économie dite collaborative en s'appuyant sur ses milliards d'utilisateurs avec un service de vente sur Facebook qui risque bientôt de bousculer encore beaucoup de secteurs. Enfin, il ne vous a pas échappé que ces géants sont tous américains et que la France et l'Europe perdent, d'une certaine façon, une part de leur souveraineté économique en laissant à ces géants des pans entiers de leur économie. Alors comment on lutte contre cette ubérisation ? Il y a un petit peu de catégorie de réponse, c'est un peu comme au football, c'est l'attaque ou la défense. Alors le premier réflexe est la défense avec l'exemple des taxis qui exercent un lobby intense pour que Uber soit interdit. Cela marche plus ou moins bien pour l'instant avec par exemple la loi Thévenoud qui est censée protéger les taxis avec quelques pays comme l'Espagne ou l'Inde qui sont arrivés à faire interdire Uber. Mais je pense qu'il sera difficile de résister longtemps à cette vague de fond. La stratégie de l'attaque me semble plus prometteuse en misant sur l'innovation car nous avons nous aussi un formidable vivier de start-up et les grands acteurs de l'économie traditionnelle comme par exemple la SNCF, la Poste ou Renault doivent aussi se mettre à cette nouvelle économie en intégrant, par exemple, des services collaboratifs, en repensant leur métier et en finançant le développement de start-up qui améliorent leurs services. Bref, dans ce monde en pleine mutation, le numérique est un véritable agent de destruction créatrice, comme le décrivait déjà au siècle dernier l'économiste Joseph Schumpeter. L'ubérisation, un nouveau petit mot à rajouter à notre dictionnaire du numérique. Merci beaucoup Jean Pouli, à très bientôt.